Le retour le plus fort. La douce vengeance de Maria Cutrona. Un véritable crochet. Que se passe-t-il lorsque l'homme qui vous a quitté pour une vie parfaite est obligé de vous voir vivre une existence qui dépasse ses rêves les plus fous? Préparez-vous, car ce n'est pas seulement une histoire de chagrin d'amour. C'est une chronique brutale, belle et souvent choquante de la façon dont l'univers règle ses comptes. C'est l'histoire de Maria Cutrona, une femme rejetée pour ne pas être assez ambitieuse. Et comment elle a trouvé refuge dans les bras d'un homme si puissant que son ombre a éclipsé tout ce que son ex-mari, Liam, avait jamais rêvé d'être. Nous allons suivre un chemin tortueux de jalousie, d'obsession, et le moment où une ex-femme méprisée ne s'est pas seulement vengée, mais est devenue la seule chose que sa remplaçante ne pourrait jamais être. Authentiquement heureuse. Restez avec moi, car vous êtes sur le point d'entendre comment la dignité tranquille d'une femme est devenue le son le plus assourdissant de la pièce, brisant une façade de perfection et exposant la laide vérité qui se cachait derrière. Le décret de divorce avait été comme un certificat de décès pour la vie qu'elle croyait autrefois sienne. Mais le véritable enterrement, la dernière pelletée de terre sur le cercueil de son passé, arriva à travers une éblouissante publication Instagram. C'était une photo de son ex-mari, Liam Sterling, à genoux sur une falaise pittoresque de la côte de Positano. En face de lui, sa petite amie de 18 mois, Isabella Thorne, avait les mains impeccablement manucurées sur la bouche dans une parfaite pantomime de surprise. La légende, écrite par Liam, était une dague enrobée de sucre. Elle a dit oui, commençait-il. Dès le moment où j'ai rencontré Isabella, j'ai su ce que signifiait être avec une partenaire qui vous inspire à conquérir le monde. Elle est grâce, ambition, beauté et force, tout en une seule âme parfaite. J'ai hâte de construire notre empire ensemble. C'est ainsi que la vie est censée être ressentie. Chaque mot était un missile, soigneusement choisi, dirigé directement vers son cœur. Ambition, conquérir le monde. C'étaient les mots qu'il avait utilisés contre elle lors de leur dernière et dévastatrice dispute. Il l'avait traitée de complaisante, disant qu'elle se contentait de sa petite vie, alors qu'il était destiné à plus. Sa vie ne lui avait pas semblé petite. Elle s'était sentie chaleureuse, pleine de blagues internes, de dimanches matins paresseux et du confort tranquille de connaître le rythme de quelqu'un aussi bien que le sien. Elle avait soutenu sa carrière dans la finance, organisant des dîners pour ses patrons et corrigeant ses présentations jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Elle avait mis sa propre passion pour le design illustratif au second plan, se disant qu'il y aurait du temps pour cela plus tard, après qu'il soit devenu associé. Mais ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Il est devenu associé, et, soudainement, leur foyer accueillant de 2 chambres lui a semblé être une cage. Les femmes qu'il rencontrait lors des galas d'entreprise étaient des PDG, des fondatrices, des femmes qui portaient des costumes de pouvoir comme une seconde peau, des femmes comme Isabella. Isabella Thorne était, de toute évidence, impeccable. Diplômée de Wharton, elle avait lancé sa propre agence de marketing à succès avant ses 30 ans. Elle était une symphonie d'excellence polie. Ses cheveux étaient d'un ton noir de jet brillant et impossible. Son corps était sculpté par un entraîneur personnel et ses réseaux sociaux étaient une galerie soignée de galas de charité, de discours d'ouverture et de retraite de détox de 10 jours à Bali. Elle était tout ce que Maria n'était pas. Maria était calme. Elle, imposante. Maria préférait les vieux livres aux salles de conseil. Son idée d'une soirée parfaite était un verre de vin
et un carnet de croquis, pas le réseautage avec des canapés. Liam ne l'avait pas seulement quitté, il l'avait amélioré et s'était assuré que le monde le sache. Son Instagram, autrefois rempli de leurs selfies idiots de randonnée et de photos du chien qu'il partageait, était maintenant un sanctuaire pour Isabella. Des photos d'eux en train de trinquer au champagne sur un yacht. Des photos d'eux avec des tenues de ski de créateurs assorties à Aspen. Des photos d'elle regardant pensivement par une fenêtre avec une légende de Liam sur son esprit brillant. Sa vie, en contraste, ressemblait à un film en noir et blanc granuleux. Elle vivait dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, de ceux avec des murs fins où l'on pouvait entendre les disputes du voisin. Elle avait pris un emploi stable, mais peu inspirant de graphiste dans une compagnie d'assurance de niveau moyen, créant des brochures et des bannières web sans âme. Cela payait les factures, mais rongeait son esprit avec chaque logo d'entreprise stérile qu'elle concevait. Ses amis, surtout sa meilleure amie Chloé, faisaient ce qu'ils pouvaient. « C'est un narcissique, Maria », lui disait Chloé autour d'une bouteille de pinot noir bon marché. « Il a besoin d'un trophée, pas d'une partenaire. Tu es mieux sans lui. » Maria savait que Chloé avait raison, logiquement. Mais la logique est un froid réconfort quand votre cœur grelotte. Elle faisait défiler la vie de Liam, un rituel masochiste d'auto-torture. Elle voyait les commentaires de leurs vieux amis communs, tellement heureux pour vous deux. Elle est parfaite pour toi, Liam. Couple goals. Chacun ressemblait à une petite trahison, une confirmation qu'elle était le préambule oublié de leur histoire d'amour épique. Cette nuit-là, en regardant la photo des fiançailles, le poids de tout cela l'écrasa. La bague au doigt d'Isabella était un diamant monstrueux, une explosion de lumière qui se moquait de la simple et délicate alliance que Liam lui avait donnée des années auparavant. Elle se souvint de sa demande. C'était dans leur parc préféré, sur une couverture de pique-nique sous un sol. C'était simple, privé, et elle avait pensé que c'était parfait. Maintenant, cela semblait bon marché, inadéquat. Elle jeta son téléphone sur le canapé et se recroquevilla, le silence de son appartement amplifiant la sensation tonitruante d'insuffisance dans sa tête. Elle n'avait plus seulement le cœur brisé, elle se sentait effacée. Liam avait réussi à réécrire leur histoire, la présentant comme le premier brouillon insipide, et Isabella comme le chef-d'œuvre final poli. Et alors qu'elle tombait dans un sommeil agité, elle n'avait aucune idée que sa propre histoire était sur le point de prendre un tournant si brusque et spectaculaire qu'il ferait ressembler la vie parfaite de Liam et Isabella à une imitation bon marché. L'univers, en effet, était sur le point de régler ses dettes. Les semaines suivant l'annonce des fiançailles furent un tourbillon de sourires forcés et de désespoir silencieux. Elle se plongea dans son travail à la compagnie d'assurance, la monotonie étant une distraction bienvenue. Mais son âme était affamée. Son carnet de croquis prenait la poussière. Ses crayons semblaient étrangers dans sa main. L'étincelle créative, qui avait autrefois été sa caractéristique déterminante, était maintenant une veilleuse vacillant précairement près de s'éteindre. Un samedi, décidée à briser le sortilège de sa propre misère, elle décida de faire quelque chose pour l'ancienne Maria, pas la Maria divorcée et au cœur brisé, mais celle qui existait avant Liam. Celle qui pouvait perdre une après-midi entière dans les couloirs silencieux d'un musée d'art. Celle qui trouvait de la beauté dans les fissures d'une pierre érodée. Celle qui croyait que l'art pouvait sauver son âme. Elle alla à la bibliothèque historique de Madrid, un grand et ancien bâtiment dans le barrio de la Letra, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années. C'était une cathédrale du savoir,
avec de très hauts plafonds voûtés, l'odeur chaude et réconfortante du vieux papier et des rayons de soleil qui filtraient par les imposantes fenêtres arquées, illuminant des grains de poussière d'encens. Elle trouva un box isolé dans la section des beaux-arts, entouré de lourds tomes sur des peintres de la Renaissance et des sculpteurs modernes. Pour la première fois depuis longtemps, elle ouvrit son carnet de croquis. Sa main semblait rigide, ses lignes incertaines. Elle commença à dessiner les sculptures ornées de l'étagère en bois devant elle. Au début, c'était maladroit, mais lentement le vieux rythme revint. La sensation du graphite glissant sur la page, la concentration nécessaire pour capturer une ombre, la façon dont le monde se réduisait à elle et au papier. C'était une forme de méditation. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas l'homme qui s'était assis à la table adjacente jusqu'à ce qu'il parle. « C'est une belle étude de lumière et d'ombre », dit une voix basse et calme. Elle sursauta. Elle leva les yeux et vit un homme qui semblait déplacé et en même temps parfaitement chez lui dans la bibliothèque silencieuse. Il portait un simple t-shirt Henley gris foncé et un pantalon sur mesure, sans costume, sans cravate. Mais le tissu avait une qualité qui parlait d'un coup discret. Il avait des yeux aimables, d'un ton noisette chaud, et une légère barbe naissante sur une mâchoire forte. Mais ce fut sa concentration qui était la plus frappante. Il regardait son carnet de croquis, non pas avec une curiosité polie, mais avec un intérêt authentique et intelligent. Embarrassée, elle fit instinctivement le mouvement de fermer le livre. « Oh, c'est juste un gribouillage. Je manque un peu de pratique, s'il vous plaît. » « Ne faites pas ça, » dit-il en levant une main. « Désolé de vous avoir effrayé. Je ne voulais pas m'immiscer. C'est juste que vous avez un vrai talent pour capturer la texture. La façon dont vous avez représenté le grain de ce chêne est remarquable. » Personne n'avait commenté son art avec une perspicacité aussi spécifique depuis des années. Liam avait l'habitude de dire « C'est joli, chérie », avant de retourner à son ordinateur portable. Elle sentit une rougeur monter dans son cou. « Merci, je dessinais tout le temps. »« Qu'est-ce qui vous a arrêté ?» demanda-t-il, son regard doux, non inquisiteur. Toute l'histoire sordide de son mariage menaça de se déverser. Elle se retint et offrit une version aseptisée. « La vie, je suppose, un travail, un mariage, c'est devenu compliqué. »« Je comprends. » Il hocha la tête, une lueur de quelque chose qu'il savait dans ses yeux. « Au fait, je m'appelle Juliane. »« Maria, » répondit-elle, le nom sonnant un peu plus fort dans ce nouveau contexte. Il ne lui demanda pas son numéro. Il n'essaya pas de la flatter. Ils parlèrent simplement. Pendant près d'1 heure, ils s'assirent dans ce coin tranquille de la bibliothèque et parlèrent d'art. Ils connaissaient les maîtres hollandais, les impressionnistes et même certains des artistes numériques contemporains qu'elle admirait. Il parla de la façon dont l'architecture était une forme d'art public et comment le design d'un bâtiment pouvait influencer l'humeur d'un pâté de maison. Il écouta. Il écouta vraiment, posant des questions qui la firent approfondir ses propres pensées. Ce fut la conversation la plus engageante qu'elle ait eue depuis des années. C'était sans effort. Quand il regarda finalement sa montre, il sembla sincèrement déçu. « J'ai une réunion dont je ne peux pas me libérer, » dit-il. « Mais, Maria, je serais négligent si je ne vous demandais pas si je pourrais vous revoir. Peut-être pourrions-nous visiter la galerie d'art le week-end prochain. J'adorerais entendre vos pensées sur la nouvelle exposition de Rothko. » Son cœur fit un petit battement étrange. Ce n'était pas le battement sauvage et chaotique qu'elle avait ressenti avec Liam.
C'était un rythme plus calme, plus plein d'espoir. Pour la première fois, on ne l'invitait pas à sortir parce qu'elle était l'accompagnatrice de quelqu'un ou parce qu'un ami la présentait. Cet homme, Julien, s'intéressait à son esprit, à sa passion. « J'adorerais, dit-elle, un vrai sourire spontané atteignant ses yeux. Ils échangèrent leur numéro. Alors qu'il s'éloignait, elle l'observa, une silhouette haute et sans prétention, qui se déplaçait avec une confiance tranquille. Il n'y avait pas de prétention, ni d'exhibitionnisme. C'était simplement Julien. Elle resta à la bibliothèque 1 heure de plus, mais elle ne dessinait plus. Elle revivait leur conversation, la façon dont il l'avait regardée, la façon dont il l'avait fait se sentir vue. Une petite graine d'espoir avait été plantée dans le sol stérile de son cœur. Cela n'avait rien à voir avec la vengeance ou avec le fait de surpasser Liam. Cela avait tout à voir avec la possibilité d'être à nouveau Maria. En rangeant son carnet de croquis, elle sentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis avant le divorce. L'écho de la vie parfaite de Liam était toujours là. Mais pour la première fois, elle put entendre un autre son qui commençait à surgir. La mélodie tranquille et pleine d'espoir de sa propre vie. Le rendez-vous avec Julien fut meilleur que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ils passèrent 4 heures à la galerie, non seulement à regarder les peintures, mais à les voir vraiment. Il lui montrait les subtiles transitions de couleurs sur une toile de Mark Rothko, et elle lui expliquait la théorie émotionnelle derrière elle. Il écoutait avec une intensité qui la faisait se sentir comme la personne la plus intéressante du monde. Ensuite, ils allèrent dans un petit restaurant italien discret qu'ils connaissaient, caché dans une ruelle de Séville, où le propriétaire le salua par son nom. Autour des pâtes et du vin rouge, elle apprit davantage sur lui. Il dirigeait une petite entreprise de technologie, comme il l'appelait. Il parlait passionnément de l'éthique des données et de la création de logiciels centrés sur l'utilisateur. Il était intelligent, ingénieux et profondément décent. Il n'y avait pas de drapeau rouge ni d'indice de l'arrogance des gens de son milieu. Il lui posa des questions sur son travail, et quand elle décrivit le travail en entreprise qui lui détruisait l'âme, il ne s'apitoya pas sur son sort. Il dit « Ça ressemble à un arrêt temporaire. Quelqu'un avec ton œil ne peut pas être heureux à concevoir des brochures d'assurance pour toujours. » Il lui fit sentir que ses rêves n'étaient pas seulement valables, mais inévitables. Leur deuxième rendez-vous mena à un troisième, puis à un quatrième. Il commença à créer un portfolio de son travail personnel. Les illustrations complexes, inspirées de la nature qu'elle aimait vraiment. Il lui acheta même une tablette de qualité professionnelle pour l'aider à faire la transition vers l'art numérique. Un investissement dans une artiste brillante, appela-t-il cela, ignorant ses protestations. Elle commençait à se sentir complète à nouveau. La consultation obsessionnelle des réseaux sociaux de Liam devint nulle. Un jour, Julien réserva une table pour leur premier mois anniversaire chez Aria, l'un des restaurants les plus exclusifs de Madrid. C'était le genre d'endroit avec une liste d'attente de 6 mois, un endroit dont Liam avait toujours parlé, mais où il n'avait jamais pu entrer. Elle sentit une pointe de nervosité en s'habillant, choisissant une simple robe verte. Mais la façon dont il la regarda quand elle entra la fit se sentir comme une reine. Le restaurant était impressionnant, tout en bois sombre, éclairage doux et conversation chuchotée. On les conduisit à un box discret dans le coin. Ils étaient au milieu de leurs entrées, riant d'une histoire de séjour d'université, quand elle sentit un frisson soudain. C'était comme être dans une pièce de théâtre. Et là, à la table principale, se trouvaient Liam et Isabella. Isabella portait une robe blanche impeccable,
qui semblait sculpté sur son corps, un contraste marqué avec le vert doux de Maria. Elle gardait la tête haute, observant les lieux. Maria voulait juste se cacher sous la table. Les vieilles insécurités revinrent, une vague géante d'insuffisance. Son estomac se retourna. Julien dut percevoir le changement en elle instantanément. « Maria, ça va ?» demanda-t-il, sa voix basse et inquiète. Elle ne put parler. Elle ne put qu'acquiescer. Il tapota ses jointures d'une manière rassurante. Alors les yeux de Liam parcoururent la salle et croisèrent les siens. Son sourire prétentieux vacilla, remplacé par un éclair de pur choc. Cela fut suivi de confusion, et puis autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. De l'agacement, Isabella remarqua la distraction de Liam et suivit sa ligne de mire. Ses sourcils parfaitement sculptés se levèrent d'une fraction de pouce. Un sourire froid et méprisant apparut sur ses lèvres alors qu'elle examinait Maria de haut en bas, son regard s'arrêtant un instant sur sa robe, qui se sentit soudain bon marché et peu sophistiqué. Ils étaient assis à l'autre bout de la salle, mais en ligne de mire directe. La scène, qui avait été si chaleureuse et intime, était maintenant chargée d'une tension insupportable. Elle pouvait sentir leurs yeux sur eux. Elle essaya de se concentrer sur Julien, sur sa voix, mais elle était hypersensible à chaque mouvement qu'il faisait. Après quelques minutes, Liam fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Il se leva et commença à marcher vers leur table. « Ne laisse pas ça gâcher notre soirée », dit Julien doucement. Sa prise sur sa main se resserra légèrement. « Tu n'as rien à lui prouver. » Liam arriva à leur table, un sourire charmant et répété collé au visage. « Maria, quel hasard de te voir ici. »« Le monde est petit, Liam, » dit-elle, sa voix tendue. Ses yeux se fixèrent sur Julien, avec un défi tacite. « Tu dois être le nouvel ami de Maria, » dit-il en appuyant sur le mot ami, dégoulinant de condescendance. Julien se leva, un geste de courtoisie respectueuse qui, d'une certaine manière, affirmait aussi sa domination. Il mesurait quelques centimètres de plus que Liam, sa présence plus calme, mais infiniment plus formidable. « Je suis Julian Croft. C'est un plaisir, » offrit-il en tendant de la main. Liam la serra, sa poigne un peu trop ferme. « Liam Sterling. Je suis l'ex-mari de Maria. » Il le dit comme si c'était un titre, une affirmation de propriété. Isabella s'était maintenant glissée pour le rejoindre, une vision de perfection glacée. « Chérie, ne les dérange pas, » dit sa voix comme du miel à l'arsenic. Elle adressa quelques sourires à Maria. « C'est si bon de te voir sortir, Maria. Nous étions inquiets pour toi. » L'insinuation était claire. La pauvre et pathétique ex-femme réussissait enfin à sortir de son appartement solitaire. La rage qui bouillonnait en elle était si intense qu'elle faillit en avoir le vertige. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Julien parla, son ton uniforme et froid. « C'est très attentionné de votre part, mais comme vous pouvez le voir, elle va merveilleusement bien. » Il la regarda, ses yeux pleins de chaleur et de fierté, un contraste marqué avec les regards de pitié qu'elle recevait des deux autres. L'interaction dura moins d'une minute, mais sembla une éternité. Finalement, ils se retirèrent à leur table, mais le mal était déjà fait. Son appétit avait disparu. Elle se sentait exposée, jugée et rejetée à nouveau dans la boîte que Liam avait construite pour elle. Elle regarda Julien, ses yeux piquants de larmes non versées. « Je suis tellement désolé, Julien. C'est gâché. » Il secoua la tête, son expression ferme. « Absolument pas. Ils n'ont pas ce pouvoir, Maria. Regarde-moi. » Elle croisa son regard. «
Tu es la femme la plus captivante de cette pièce. Ils sont le passé. Je suis ton présent. Ne leur donnons pas une seconde de plus de notre temps. Il fit signe au serveur, commanda une bouteille de son meilleur champagne et entreprit de lui raconter une histoire drôle et pleine d'autodérision sur sa première entreprise ratée. Il ne mentionna plus Liam ni Isabella. Lentement et magistralement, il la sortit de l'abîme, reconstruisant le monde intime qu'ils avaient brisé. Mais, quand ils sortirent du restaurant des heures plus tard, elle les vit les observer. Le visage d'Isabella était un masque d'indifférence polie, mais elle vit l'éclat de quelque chose de tranchant et vénéneux dans ses yeux. Liam semblait simplement confus, comme s'il regardait un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Le récit parfait qu'il avait construit pour sa vie avait soudainement une variable inattendue, et il ne savait clairement pas quoi en faire. L'incident chez Aria laissa un arrière-goût étrange. D'un côté, c'était humiliant. De l'autre, le soutien inébranlable de Julien avait solidifié quelque chose entre eux. Il n'avait pas scellé, il l'avait protégé. C'était le genre de partenariat qu'elle avait désiré avec Liam, mais qu'elle n'avait jamais vraiment reçu. Quelques semaines plus tard, Julien s'approcha d'elle avec un regard hésitant. « J'ai une faveur à te demander, et s'il te plaît, sens-toi libre de dire non, » commença-t-il. « Mon entreprise est le sponsor principal du gala annuel d'alphabétisation des enfants. C'est un grand événement, très public, et je serais honoré si tu m'accompagnais. » Son cœur fit un bond. Un événement public. Des caméras. Les pages société. C'était tout ce qu'elle évitait normalement. Mais l'idée d'être aux côtés de Julien, non pas comme une actrice de second rôle, mais comme sa partenaire choisie, était un attrait puissant. « J'adorerais », s'entendit-elle dire, une nouvelle vague de confiance l'inondant. Les préparatifs furent un tourbillon. Julien insista pour s'occuper de tout. Une styliste qu'il connaissait, une femme élégante et aimable nommée Anja, arriva à son appartement avec un portant rempli de robes impressionnantes. Elle choisit une création bleu saphir intense qui brillait sous la lumière, avec une coupe élégante qui la faisait se sentir puissante et féminine. Anja organisa un coiffeur et un maquilleur pour le jour du gala. Quand elle fut enfin prête, elle se regarda dans le miroir. C'était elle, mais c'était une version d'elle qu'elle n'avait pas vue depuis une décennie. L'affaissement vaincu avait disparu de ses épaules. Ses yeux, habilement maquillés, brillaient d'anticipation, pas de tristesse. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme le fantôme de Maria Sterling. Elle se sentait comme Maria Cutrona. Le chauffeur de Julien la récupéra dans une élégante voiture noire. Quand elle arriva au grand bal de l'Hôtel Palace, Julien l'attendait juste à l'intérieur de l'entrée. Il portait un smoking parfaitement taillé, et quand il la vit, il arrêta littéralement de respirer une seconde. « Maria » murmura-t-il, sa voix épaisse d'étonnement. « Tu es absolument éblouissante. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres, ses yeux ne quittant jamais les siens. À ce moment-là, elle se sentit plus chérie qu'elle ne l'avait été en 10 ans de mariage avec Liam. En entrant dans la salle de bal, elle commença enfin à comprendre l'ampleur de la vie de Julien. Sa petite entreprise technologique était, en fait, Nexus Innovations, un leader mondial en intelligence artificielle et sécurité des données. Son nom n'était pas seulement sur la liste des sponsors. Il était sur la bannière principale, accroché au-dessus de la scène. Julian Croft, PDG et fondateur. Les gens se retournaient sur son passage. Les murmures le suivaient. Il n'était pas juste un invité. Il était le centre gravitationnel de la pièce. Des maires, des sénateurs et des milliardaires de la technologie rivaux s'approchèrent pour lui serrer la main,
et il la présenta à chacun d'eux avec une fierté discrète. Voici Maria Cutrona. Elle était nerveuse, mais Julien fut un guide magistral, la gardant près de lui, l'impliquant dans les conversations et la faisant se sentir complètement à l'aise. Elle parla avec une conseillère municipale des initiatives d'art public et débattit de littérature classique avec un célèbre romancier. Elle se défendait, elle s'épanouissait, et alors elle les vit. De l'autre côté de la salle, près de la table des enchères silencieuses, se trouvaient Liam et Isabella. Ils n'étaient que des invités. Ils étaient clairement à l'affût, essayant de grimper l'échelle sociale. Liam portait un smoking de location et Isabella une robe qui, bien que chère, semblait en faire trop avec ses paillettes et sa grande fente. Ils scannaient la foule, leurs expressions affamées. Liam les vit en premier. Il se figea au milieu d'une phrase, avec un cadre mineur qu'il essayait d'impressionner. Sa boisson faillit lui échapper des mains. Il donna un coup de coude à Isabella, qui suivit son regard. Sa mâchoire ne tomba pas. Son sang-froid était trop parfait pour cela. Mais quelque chose de plus révélateur se produisit. Le sourire pratiqué et serein qu'elle portait disparut, remplacé par un regard froid et dur. Le masque glissa. Pendant une fraction de seconde, elle vit un choc brut et inaltéré, et un éclair de pure et vénéneuse envie. Ils observèrent comment le maire de la ville donnait une tape dans le dos de Julien. Ils observèrent comment un photographe de Vogue s'approchait d'eux et leur demandait une photo. Julien lui entoura la taille de son bras, la rapprochant. « Ça te va ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête et ils sourirent pour la caméra, alors que le flash se déclenchait. Ce flash fut comme un coup de pistolet de départ. L'histoire de la soirée venait d'être écrite. Il ne s'agissait pas de l'objectif de collecte de fonds, ni de l'orateur principal. Il s'agissait du couple inattendu, le titan technologique Julian Croft et son impressionnante et mystérieuse accompagnatrice. Le reste de la soirée fut un flou surréaliste. Liam et Isabella essayèrent de feindre qu'ils ne les regardaient pas, mais elle pouvait sentir leurs yeux brûler dans son dos. Elle vit Isabella forcer un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle vit Liam consulter son téléphone, la mâchoire serrée. Ils étaient dans la même pièce, mais ils étaient dans des univers différents. Il avait passé des années à poursuivre l'entrée dans ce monde, le monde du pouvoir et de l'influence. Et elle était là, non seulement dedans, mais en son centre même, au bras d'un homme qui n'assistait pas seulement à la fête, mais qui l'organisait. Plus tard, alors que Julien prononçait un discours élégant et éloquent sur scène, elle scanna la foule. Ses yeux trouvèrent Liam. Il ne regardait pas la scène. Il la regardait, elle. La condescendance du restaurant avait disparu. La pétulance avait disparu. Son visage était une toile complexe de confusion, de regret et de quelque chose qui ressemblait effroyablement à du désir. C'était le regard d'un homme qui avait méticuleusement construit un château de cartes seulement pour voir un ouragan nommé Maria Cutrona entrer dans la pièce. En quittant le gala main dans la main, passant les cordons de velours vers l'air frais de la nuit, elle sentit un changement profond dans le cosmos. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle n'avait rien planifié de tout cela. Elle avait simplement commencé à vivre sa propre vie, et en le faisant, elle avait involontairement volé la vedette qu'il convoitait tant. La façade parfaite de Liam et Isabella, Sterling Power, venait de développer sa première fissure indéniable, et elle sut avec une certitude qui s'installa profondément dans ses os, que ce n'était que le début. Le matin après le gala, le monde était différent. Son nom n'était plus seulement un nom. Il était lié à celui de Julian Croft.
Les colonnes mondaines et les sites de potins en ligne étaient en ébullition. Le magnat de la technologie Julian Croft fait débuter son nouvel amour au gala de charité annuel. Il y avait des photos d'eux partout, souriant à la caméra, riant ensemble, la main de lui posée possessivement sur sa taille. Elle n'était plus la femme mystère. Elle était Maria Cutrona, et soudainement, les gens s'intéressaient à qui elle était. Un blog d'art et de culture déterra le site web de son portfolio personnel que Julian l'avait encouragé à créer. Ils publièrent un article. Plus que la muse d'un magnate, l'art impressionnant de Maria Cutrona. En 48 heures, le trafic de son site web explosa. Elle reçut des courriels de galeries, des demandes de commissions et même une offre d'une maison d'édition boutique pour illustrer une collection de contes de fées classiques. Ce fut une avalanche vertigineuse, effrayante et excitante d'opportunités. Julian fut son ancre pendant tout le processus. « Je t'avais dit qu'il le verrait », dit-il, son sourire authentique et fier. « C'est tout toi, Maria, ton talent. J'ai juste ouvert une porte. Tu es celle qui vole à travers elle. » Il l'aida à naviguer parmi les offres, la mettant en contact avec un avocat et un agent pour s'assurer qu'elle prenait des décisions intelligentes. Avec ses conseils, elle ne se sentait pas seulement comme une artiste, elle se sentait comme une femme d'affaires. Elle quitta son emploi à la compagnie d'assurance, un moment de libération si doux qu'il la fit pleurer. Alors que son monde s'élargissait, celui de Liam et Isabella rétrécissait visiblement. La première appel de Liam arriva 3 jours après le gala. Elle dessinait à la table de sa cuisine, le soleil du matin entrant à flot quand son nom apparut sur son écran. Elle faillit ne pas répondre, mais la curiosité morbide gagna. Maria, sa voix était tendue. « Bonjour, Liam. »« J'ai vu les articles. Toutes les photos ?» bégaya-t-il. « Croft. Julian Croft. Le PDG de Nexus. Comment le connais-tu? » Il y avait un ton accusateur dans sa voix, comme si elle avait triché d'une manière ou d'une autre. « Nous nous sommes rencontrés, » dit-elle simplement, sans offrir de détails. « C'est de la folie, » continua-t-il, sa voix s'élevant. « Tu dois faire attention, Maria. Un type comme ça vit dans un monde différent. Ils utilisent les gens. Il est probablement juste avec toi pour la nouveauté. Le type calme et artistique. C'est un cliché. » L'audace de son inquiétude était impressionnante. Il ne s'inquiétait pas pour elle. Il essayait de démolir ce qu'elle avait pour se sentir mieux. « J'apprécie ta soudaine inquiétude pour mon bien-être, Liam. Mais je vais bien, » dit-elle, sa voix froide. « Je dois y aller. Je travaille sur une commande. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Sa main tremblait légèrement. Pas de peur, mais de rage. Il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter qu'elle ait trouvé le bonheur. Et pas n'importe quel bonheur, mais une vie qui rapetissait celle qu'il était si fier d'avoir. La réaction d'Isabella fut plus publique et, d'une certaine manière, plus pathétique. Son Instagram passa en sur-régime. Elle publia un flux incessant de contenu célébrant son amour parfait avec Liam. Une longue et effusive publication sur la planification de son mariage, avec le hashtag #NotEmpireSterling, une série de photos prises professionnellement d'eux, riant sur un voilier avec la légende. « Trouve quelqu'un qui soit ton ancre dans n'importe quelle tempête. » C'était tout si théâtral, si désespéré. Elle criait dans le vide, essayant de convaincre le monde, et peut-être elle-même, que son prix était toujours le meilleur. Les commentaires sur ses publications commencèrent à changer. Là où il y avait d'habitude des éloges flatteurs, il y avait maintenant de subtils pics.
Presque aussi glamour que le gala d'alphabétisation, écrivit une personne sous une photo de sa fête de fiançailles. L'ex de Liam sort avec Julianne Croft, tu sais, commenta un autre. Elle les supprimait, mais d'autres apparaissaient. L'histoire était déjà dans la rue, et son récit soigneusement organisé perdait son pouvoir. Le vrai changement arriva lors d'un déjeuner avec Chloé. Elles étaient dans une cafétéria en plein air quand elle fit glisser son téléphone sur la table. « Tu dois voir ça. » C'était une publication d'un chroniqueur de potin local bien connu. Le titre disait « Les projets de mariage de Sterling et Thorne rencontrent un obstacle. L'ex du fiancé avance et monte en grade. » L'article détaillait la modeste carrière de Liam dans la finance, en comparaison avec le succès stratosphérique de Julian. Il peignait Isabella comme une joueuse ambitieuse mais locale, tandis que Maria était maintenant liée à la philanthropie mondiale et à l'élite technologique. La ligne la plus accablante était près de la fin. On doit se demander si M. Sterling a des doutes. Il semble que la femme qu'il considérait comme trop confortable a trouvé une vie qui est tout sauf ça. « Aïe !» dit Chloé en buvant son thé glacé. « Ça doit faire mal. » C'était brutal. Et une partie d'elle, la partie qui avait pleuré sur le sol de son appartement, ressentit une sombre satisfaction. Mais ce fut fugace. Son bonheur avec Julian, sa carrière florissante, c'était réel. Leur drame n'était que du bruit, un écho s'estompant d'une vie qu'elle ne vivait plus. Quelques semaines plus tard, elle reçut un appel frénétique et larmoyant d'une vieille amie commune, Jessica, qui était l'une des demoiselles d'honneur d'Isabella. « Je ne devrais pas te dire ça », chuchota-t-elle au téléphone. « Mais ils se disputent, tout le temps. Liam est obsédé. Il parle constamment de toi, de Croft. Il vérifie les nouvelles, les blogs. Isabella perd la tête. Hier soir, elle a jeté un vase de 5 000 € contre le mur. Elle continue de dire que tu fais ça pour gâcher sa vie. » Le couple parfait implosait. L'empire s'effondrait avant d'être construit. La pression de maintenir la façade, maintenant qu'il y avait un point de comparaison si évident, s'avérait trop forte. Liam ne s'était pas contenté d'avoir la meilleure vie. Il avait besoin que tout le monde le sache. Maintenant, selon toutes les mesures publiques concevables, il ne l'avait pas. Et cela les détruisait. Son succès discret était devenu leur échec public. Le mariage était dans 6 semaines. Selon les pages Société, qui étaient maintenant, ironiquement, sa source d'information sur la vie de son ex-mari, le mariage Sterling-Thorne allait être l'événement de la saison. Isabella avait réservé le club de golf le plus prestigieux. Elle avait engagé un organisateur de mariage de célébrité. Apparemment, elle avait commandé une robe sur mesure à un créateur célèbre. C'était une production à grande échelle conçue pour crier succès et perfection sur tous les toits. Mais en coulisses, les fissures devenaient des gouffres. Les tentatives de Liam pour la contacter devinrent plus fréquentes et désespérées. Il lui envoya des SMS tard dans la nuit. « Es-tu heureuse? Il ne te connaît pas comme moi. » Elle les ignora tous, bloquant son numéro après qu'il lui eut envoyé un courriel incohérent et plein de vin, rappelant leur vie simple et réelle ensemble. Sa vie avec Julian était tout sauf simple. Pourtant, elle était plus réelle que tout ce qu'elle avait connu. Ils voyageaient. Il l'emmena à une conférence à Kyoto, où ils passèrent leur temps libre à explorer des temples anciens. Ils passèrent un week-end dans sa cabane tranquille et moderne, au bord d'un lac, où ils parlèrent pendant des heures, et où elle remplit un carnet de croquis avec des dessins du paysage. Ils célébraient chacun de ses succès. Quand elle signa le contrat pour illustrer la collection de contes de fées, il ouvrit une bouteille de Dom Pérignon millésimé et porta un toast.
à la brillante Maria Cutrona, qui montre enfin au monde ce que j'ai vu dans la bibliothèque ce jour-là. Il ne lui posa jamais de questions sur Liam. Il ne lui fit jamais sentir qu'elle avait des bagages. Il l'aimait simplement pour qui elle était à ce moment-là. Puis, un mardi après-midi pluvieux, son portier appela. « Monsieur Sterling est ici pour vous voir. »« Pardon, qui ?»« Il dit qu'il est votre frère, Monsieur Sterling. » Son sang se changea en glace. Liam. Il avait menti pour passer la sécurité. « Ne le laissez pas monter, » dit-elle. Sa voix tremblait de colère. « Il monte déjà, mademoiselle Cutrona. Il m'a dépassé en courant. » Un instant plus tard, il y eut un coup frénétique à la porte de son appartement. « Maria, s'il te plaît, nous devons parler. Juste 5 minutes. » Son cœur battait contre ses côtes. Elle pensa à appeler la sécurité, à appeler Julien. Mais une autre partie d'elle, une partie qui avait besoin d'une conclusion, voulait affronter cela de face. Elle prit une profonde inspiration, redressa sa colonne vertébrale et ouvrit la porte. Il avait l'air terrible. Ses cheveux, généralement parfaits, étaient décoiffés. Il avait des cernes sombres sous les yeux et son costume coûteux était froissé. La confiance prétentieuse avait disparu, remplacée par un désespoir brut et dérangé. « Que veux-tu, Liam ?» demanda-t-elle, sa voix aussi ferme qu'elle put la rendre, bloquant l'entrée avec son corps. « J'avais juste besoin de te voir, » dit-il, ses yeux parcourant son appartement, qui était maintenant rempli de matériel d'art, d'épreuves pour son livre et d'un magnifique bouquet de lys que Julien lui avait envoyé ce matin-là. Tout ça est une farce. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Ça, gesticula-t-il sauvagement. Elle, le mariage, Isabella, tout est pour la galerie. C'est une performance, Maria. Tous les jours, nous parlons de synergie de marque dans notre plan à 5 ans. Nous ne parlons pas de nous. Il n'y a pas de nous. C'est juste une fusion. Elle le regarda impassible. Tu as choisi cette vie, Liam. Tu m'as dit que c'était ce que tu avais toujours voulu. Un empire, tu te souviens? J'étais un idiot, lâcha-t-il, sa voix se brisant. J'étais un imbécile qui ne savait pas ce qu'il avait. J'avais une vraie vie avec toi, un véritable partenariat. Je l'ai jeté pour ça. Pour une femme qui vérifie son portefeuille d'actions avant de me dire bonjour. Une femme qui est plus préoccupée par la liste des invités que par moi. Il fit un pas de plus, ses yeux suppliants. J'ai commis une erreur, Maria. Une terrible erreur qui a gâché ma vie. Elle n'est pas parfaite. Elle est creuse. Et te voir heureuse, réussie, te voir avec lui, m'a simplement fait réaliser ce que j'ai perdu. C'était la confession qu'elle avait autrefois rêvé d'entendre, la validation ultime. Mais en l'entendant maintenant, elle ne ressentit rien d'autre qu'une profonde et lasse pitié. Il n'était pas venu ici parce qu'il l'aimait. Il était venu ici parce que son nouveau jouet était cassé et que sa nouvelle vie faisait paraître la sienne bon marché. Son bonheur à elle était un miroir qui reflétait son propre échec, et il ne pouvait pas supporter de le voir. « Il n'y a plus rien à dire, Liam, » dit-elle doucement. « Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. »« Non, ne dis pas ça, » chuchota-t-il, tendant la main vers elle. Il essaya de prendre son visage dans ses mains, son pouce effleurant sa joue. Le geste, autrefois si familier, sembla étranger et répulsif. Dans ses yeux, elle vit le fantôme de l'homme qu'elle avait aimé autrefois, maintenant tordu par l'envie et le regret. « Nous pouvons arranger ça. Il n'est pas trop tard. Annule le mariage. Je la quitterai ce soir. Nous pouvons revenir en arrière. » « Revenir à quoi ?» dit-elle en se reculant,
sa voix s'élevant enfin. À la femme que tu pensais trop petite pour toi, la femme que tu as quittée parce qu'elle n'était pas assez ambitieuse. Tu ne me veux pas, Liam. Tu veux ce que j'ai. Tu ne peux pas supporter que j'ai construit une vie meilleure après que tu aies brûlé la nôtre jusqu'aux fondations. Tu n'es pas amoureux de moi. Tu es amoureux de l'idée de gagner. Son visage se froissa. La vérité de ces mots le frappa comme un coup physique. Elle le vit alors, son propre cœur pathétique et égoïste mis à nu. Il tenta un dernier stratagème désespéré. Il se jeta en avant et essaya de l'embrasser. Elle tourna la tête et ses lèvres rencontrèrent sur sa joue. Elle le repoussa avec force. « Sors d'ici » siffla-t-elle. Sa voix tremblait d'une dernière rage purificatrice. « Sors de ma maison et de ma vie. Pour toujours !» Il trébucha en arrière, vaincu. Le dernier vestige de son combat sembla s'épuiser, le laissant comme une coquille vide et pathétique. Il lui lança un dernier regard fantomatique, puis se retourna et partit. Les épaules tombantes, elle ferma la porte, la verrouilla et s'appuya contre elle. Son corps tremblait. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même plus de la colère. C'était la conclusion définitive et finale d'un chapitre. Il n'avait pas seulement été son ex-mari. Il avait été un fantôme qui la poursuivait à chaque pas, et elle l'avait enfin exorcisé de manière décisive. Le dernier cordon avait été coupé. Elle était complètement et absolument libre. Le jour du mariage de Liam et Isabella arriva sur les ailes d'un samedi d'automne brillant, ensoleillé et net. C'était le genre de jour dont les photographes rêvent, où la lumière est dorée et le ciel est d'un bleu impossible sans nuages. Son téléphone, qu'elle avait intentionnellement laissé sur le comptoir de la cuisine, vibrait avec un rythme incessant. Elle savait sans regarder que c'était le monde numérique annonçant les noces. La curiosité, ce vieux fantôme familier, l'attira finalement. Ces réseaux sociaux étaient un sanctuaire inéluctable de l'union Sterling Thorne. Un magazine de style de vie de premier plan qui avait obtenu un accès exclusif inondait Internet d'un méticuleux pas à pas. La première image était une prise de vue par drone du club de golf Los Robles, ses pelouses entretenues s'étendant comme un tapis vert, la grande maison-club blanche ressemblant à un palais moderne. Puis vinrent les prises de vue de détail, une imposante sculpture de glace avec leurs initiales entrelacées, L et I, qui commençait déjà à pleurer sous le soleil. Le gâteau de mariage de 10 étages, un monument de fondant blanc et de fleurs en sucre, des gros plans des menus calligraphiés et des coupes de champagne, chacune gravée avec la date du mariage. Et puis, il y avait Isabella. Une série de photos la montrait dans sa robe sur mesure, une création architecturale sévère qui était plus une déclaration qu'une célébration. Elle avait l'air impeccable, ses cheveux de jais tirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux, son maquillage un masque de perfection. Mais sur chaque photographie, même celles où elle souriait, ses yeux montraient une attention fragile et à haut risque. C'était une PDG concluant l'affaire la plus importante de sa vie. Finalement, une photo de l'heureux couple quelques instants après la cérémonie. Ils étaient sous une énorme arche de roses blanches, Liam dans son smoking sur mesure, Isabella tenant son bras. Il souriait pour la caméra, un portrait parfaitement composé de succès. Mais elle vit ce que la caméra essayait de cacher. Elle vit la ligne ténue et serrée de la mâchoire de Liam, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il ressemblait moins à un marié qu'à un homme qui venait de signer un contrat avec des conditions excessivement élevées.
Ils étaient une image de perfection, mais l'image était creuse. Il n'y avait pas de joie en elle, seulement la sombre satisfaction d'un objectif atteint. Une paix étrange s'empara d'elle alors qu'elle reposait le téléphone. Il n'y eut pas de démangeaison de jalousie, ni de pointe de regret. Seulement l'observation tranquille et clinique d'une vie à laquelle elle avait échappé si complètement et avec tant de gratitude. À ce moment-là, la sonnette retentit. C'était Julien, vêtu non pas d'un costume, mais d'un jean confortable et d'un pull doux en cachemire, ses yeux aimables plissés au coin quand il lui sourit. « Prête pour une aventure ?» demanda-t-il. Il ne connaissait pas l'importance de la date pour son passé, et elle sentit une vague de gratitude pour cela. Pour lui, c'était juste un beau samedi, un jour pour eux. Il l'emmena non pas dans sa voiture élégante, mais dans un Land Rover vintage magnifiquement restauré, sa peinture vert forêt brillant sous le soleil. Alors qu'il conduisait, laissant la ville et son bruit numérique dans le rétroviseur, une sensation tangible de soulagement l'envahit. Plus il s'éloignait, plus les tours de béton cédaient la place à des collines ondulantes, peintes aux couleurs ardentes de l'automne. Ils n'écoutèrent pas la radio. Ils parlèrent seulement des illustrations de son livre, d'un problème amusant que ses programmeurs essayaient de résoudre, de la joie simple et profonde d'une tasse de café parfaite. C'était sans effort. C'était réel. 2 heures plus tard, ils s'arrêtèrent au début d'un sentier qu'elle connaissait par cœur. C'était là qu'il l'avait emmenée pour leur premier vrai rendez-vous hors de la ville, un sentier tranquille et sinueux qu'il aimait. Ils avaient marché des kilomètres ce jour-là, parlant de tout et de rien, et elle avait senti le premier véritable dégel de la glace qui avait recouvert son cœur pendant si longtemps. Maintenant, ils commencèrent l'ascension à nouveau, leurs pas tombant dans un rythme facile et familier. L'air était propre et parfumé de pin et de terre humide, un monde loin du parfum écœurant de 1000 roses blanches. Ils marchèrent la plupart du temps dans un silence confortable, leurs mains entrelacées. Son pouce caressa le dos de sa main, une petite et constante assurance. C'était sa cérémonie, son espace sacré. Quand ils arrivèrent enfin au belvédère, la vue lui coupa le souffle, tout comme elle l'avait fait la première fois. Toute la vallée s'étendait en dessous d'eux, une tapisserie impressionnante de rouge, d'or et d'orange intense, le soleil projetant de longues ombres qui bougeaient et dansaient. Ils s'assirent sur un grand rocher plat chauffé par le soleil de l'après-midi, le même sur lequel ils s'étaient assis des mois auparavant. Pendant quelques minutes, ils observèrent simplement le monde, calme et immobile. Alors Julien se tourna vers elle. Son expression changea. Son regard devint plus intense. Ses yeux noisettes étaient sérieux, mais contenaient un univers d'affection profonde et d'inébranlable. « Maria, commença-t-il, sa voix un peu plus rauque que d'habitude. J'ai été sur des scènes et j'ai parlé à des milliers de personnes. J'ai été dans des salles de conseil où le sort d'accord de plusieurs millions dépendait de mon prochain mot. Mais je dois te dire que jamais de ma vie, je n'ai été aussi nerveux qu'en ce moment. » Il prit ses 2 mains dans les siennes, sa poigne chaude et ferme. « La première fois que je t'ai vu dans ce coin poussiéreux de la bibliothèque, tu étais si complètement perdu dans ton art que le reste du monde avait simplement cessé d'exister pour toi. J'ai pensé que c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue, et à mesure que j'ai appris à te connaître, j'ai réalisé que c'est l'essence de qui tu es. Tu vois la vérité et la beauté dans les choses, et tu as ce don incroyable pour les capturer. Et à un moment donné, tu m'as capturé, complètement et irrévocablement. » Son cœur ne battait plus, il volait.
Elle pouvait sentir les larmes monter à ses yeux, brouillant la vue spectaculaire en un kaléidoscope de couleurs automnales. « Je n'ai pas de falaise pittoresque à Positano, » continua-t-il, avec un petit sourire d'autodérision sur les lèvres. « Et je n'ai pas engagé de photographe pour se cacher dans les buissons. Tout ce que j'ai, c'est cet endroit, qui ressemble au nôtre. Et j'ai une question que j'ai voulu te poser depuis longtemps. » Il lâcha une de ses mains et mit la main dans la poche de sa veste, sortant une petite boîte en velours discrète. Elle eut le souffle coupé. Il l'ouvrit, et ses larmes se déversèrent enfin. À l'intérieur, il n'y avait pas le diamant monstrueux et éblouissant qui criait pour attirer l'attention aux doigts d'Isabella. C'était une bague impressionnante de style ancien, complexe et unique. Un saphir bleu profond, sa pierre préférée. Une couleur qu'il se souvenait qu'elle avait admirée sur une peinture une fois. Elle reposait entre deux petits diamants brillants d'origine éthique, sur un anneau de platine taillé à la main, qui ressemblait à des vignes entrelacées. C'était une œuvre d'art. C'était parfaitement, merveilleusement elle. « Maria Cutrona, » dit-il, sa voix maintenant chargée d'émotion, son regard fixé sur le sien. « Tu es la personne la plus brillante, gentille, compatissante et résistante que j'ai jamais rencontrée. Tu ne m'as pas seulement laissé entrer dans ta vie, tu m'as appris comment un véritable partenariat est censé être ressenti. Veux-tu m'épouser? » Le mot sortit dans un sanglot, un murmure de joie pure et inaltérée. « Oui, » réussit-elle à dire, sa voix étouffée. « Oui, bien sûr. Oui. » Il exhala un soupir tremblant de soulagement et glissa la bague à son doigt. Elle lui allait comme si elle avait été forgée pour elle. Il l'attira et l'embrassa. Un baiser long et profond plein de promesses, de soulagement et de la profonde et réconfortante sensation de rentrer à la maison. À ce moment-là, sans autre public que le vaste ciel et les arbres anciens silencieux, elle se sentit plus riche qu'elle n'avait jamais pu l'imaginer. Plus tard cette nuit-là, ils étaient blottis sur le canapé de son appartement, qui ressemblait maintenant définitivement à leur appartement. Ils avaient commandé une pizza, leur type préféré avec un supplément d'ail, et buvaient du champagne, non pas dans des flûtes délicates, mais dans des verres à eau normaux. Son téléphone vibra sur la table basse. C'était une notification d'un article de magazine maintenant publié. Une affaire Sterling, le mariage mondain de l'année. Elle le toucha. La galerie était remplie de douzaines de photographies brillantes et hyper parfaites. Liam et Isabella coupant le gâteau avec un sabre cérémoniel. Liam et Isabella dans une étreinte douloureusement mise en scène sur la piste de danse. Liam et Isabella souriant. Souriant. Toujours souriant. Pour le public invisible. Ensuite, elle ferma l'article et ouvrit la galerie de son propre appareil photo. Il n'y avait qu'une seule nouvelle photo de ce jour-là. C'était un selfie que Julian avait insisté pour qu'il prenne au belvédère après qu'elle a dit oui. C'était désordonné et imparfait. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, ses joues étaient rouges à cause de la marche, et ses yeux étaient encore gonflés par les larmes de bonheur. Julian souriait, un sourire authentique et décomplexé qui illuminait tout son visage. Et là, sur sa main qui reposait sur la poitrine de lui, sa belle et unique bague en saphir captait la lumière de l'après-midi. Elle regarda sa galerie de perfection stérile, puis revint à son unique image floue et joyeuse. Le contraste était si marqué qu'il en était presque ridicule. Liam avait poursuivi son empire, et il l'avait finalement obtenu. Un mariage qui était un événement médiatique,
une femme qui était une partenaire stratégique, une vie qui était une performance. C'était une victoire mesurée en gros titres et en liste d'invités. Elle avait simplement tourné le dos à tout cela et avait poursuivi son propre bonheur tranquille. Et en le faisant, elle avait trouvé un royaume. Sa victoire n'était pas bruyante. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de voler la vedette. C'était la vérité tranquille, profonde et indéniable, qui s'installa dans son âme alors qu'elle posait la tête sur l'épaule de son futur mari. Certaines personnes passent toute leur vie à construire une belle façade pour que le monde l'admire, tandis que les chanceux construisent une vie réelle, désordonnée et impressionnante, cachée à la vue de tous. Et voilà, l'histoire de Maria ne traite pas vraiment d'une ex-femme volant la vedette. Il s'agit d'une femme qui a cessé de chercher la vedette complètement et a créé sa propre lumière, si brillante et si authentique que les autres n'ont pas pu s'empêcher d'être attirés par elle. Elle nous enseigne une leçon puissante. Votre valeur n'est jamais déterminée par la personne qui vous abandonne. Le véritable succès ne consiste pas à prouver votre valeur à quelqu'un de votre passé. Il s'agit de construire un avenir où il n'importe plus. Le voyage de Maria, d'un fantôme au cœur brisé dans sa propre vie, à l'architecte d'une belle vie nouvelle, est un témoignage du pouvoir de l'estime de soi et l'idée que la meilleure vengeance était et sera toujours une vie bien vécue. Maintenant, c'est à votre tour, lecteur. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable transformation de Maria? Avez-vous déjà vu la vie de quelqu'un prendre un tournant qui a laissé tout le monde sans voix? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires de justice, de résilience et d'avoir le dernier mot, assurez-vous d'aimer, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de vous abonner pour plus de drames de la vie réelle.